Notre prochaine conférencier, Dr. Serge Quérin, professeur titulaire au département de médecine de l'Université de Montréal. Il est l'auteur du Dictionnaire des difficultés du français médical et d'articles sur la terminologie médicale et pédagogique, entre autres ses publications. Pour son engagement en faveur du français en médecine, il a reçu le prix Camille Laurent de l'Office québécois de la langue française et le prix Jacques Boulet de médecins francophones du Canada. Sur Twitter, il anime depuis 2014 le fil Terminomed, qui traite de la terminologie médicale et dont un volet est destiné aux étudiantes en médecine. Merci, Serge. Merci, Rhoda. Merci également à tous les collaborateurs là, qui sont listés ici, dont le nom va apparaître furtivement juste parce que j'ai 15 minutes, mais je leur suis quand même extrêmement reconnaissant. Attention, pour avancer, ça doit être à droite. D'accord. Alors, je n'ai aucun conflit d'intérêt à déclarer, si ce n'est évidemment une immense sympathie pour nos confrères et consoeurs français avec qui nous partageons bien plus que cette terminologie médicale dont je vais vous parler maintenant. Alors, histoire de mettre le sujet en bouche de tout le monde, pour ainsi dire, j'ai envie de demander quel est le lien qui existe entre ces deux images. Alors, comme je n'ai que 15 minutes, encore pour cette raison-là, je vais vous aider un peu. Vous savez, enfin ceux parmi vous qui êtes dans le domaine médical, savez que le mot grec pour testicule est orchis, qu'on retrouve dans orchidectomie, dans orchite, mais aussi dans orchidée. Et ça, c'est à cause, pardon, c'est le pointeur que je voulais utiliser, c'est à cause de ces tubercules ici qui nous rappellent qu'il y a un lien étymologique, mais aussi morphologique entre les deux. Alors, c'est à ce genre de découverte-là que sont conviés les abonnés de mon fil Twitter, qui au départ était un projet pédagogique, et vous allez voir qu'il y a eu une certaine dérive, mais qui n'est pas nécessairement négative, enfin j'espère. Alors, je me suis posé la question, comment est-ce que nos étudiants en médecine apprennent la terminologie médicale? Bien, en général, ils apprennent avant tout des définitions, qu'ils découvrent au fur et à mesure, surtout de la première et de la deuxième année, quand ils lisent, par exemple, un énoncé d'apprentissage par problème. On leur souligne même les termes nouveaux qu'ils rencontrent ou qu'on pense qu'ils rencontrent pour la première fois. Il y a un lien qui les amène vers un glossaire et il y a là une définition qui leur donne disons, une compétence fonctionnelle, une connaissance fonctionnelle de la terminologie médicale, mais qui ne va pas au-delà de ça. Et c'est très bien comme ça parce qu'il y a beaucoup à apprendre durant ces séances-là et dans un cours de médecine en général. Évidemment, les plus intéressés pour aller lire des articles qui existent, Rhoda a mentionné que j'ai écrit un dictionnaire là-dessus, mais nos étudiants, n'ont pas le temps de lire ces choses-là. Évidemment, regardez, ça, c'est juste une portion de la liste de cours d'un étudiant en médecine dans ses 2 premières années. Et donc, l'idée m'est venue de peut-être aller les chercher avec un autre moyen, aller leur livrer un complément d'information tout à fait facultatif à l'aide d'un média social. Et un peu naïvement, vous allez le voir tout à l'heure, je me suis dit, ben moi, Twitter, ça me convient très bien. 140 caractères, c'est tout ce dont j'ai besoin pour donner un petit complément d'information sur un terme donné. Alors donc, je me suis lancé dans Twitter il y a 2 ans et on va voir ce que ça a donné. Alors, ça s'est déroulé en 2 phases. Donc, durant la première phase qui s'est terminée à la fin du printemps, les étudiants de première et de deuxième année, dans un premier temps, ont été invités à s'abonner au fil Twitter. Et j'ai écumé durant toute l'année 2014-2015 les documents, les énoncés de problèmes d'APP, éventuellement d'autres documents, des PowerPoint, de cours magistraux, etc., que j'ai pu trouver, comme eux, dans l'environnement numérique d'apprentissage du cours de médecine. Et quand je trouvais parmi tous les mots nouveaux, les termes nouveaux qu'ils rencontraient, un terme qui pouvait mériter un commentaire qui me paraissait, à moi en tout cas, intéressant, je tweetais, et je tweete encore, en marquant
commentaire d'un mot-clic spécifique pour indiquer aux étudiants de première ou de deuxième que le message leur était destiné. Ali Jalali nous a parlé tantôt de buffer. Moi, j'ai utilisé Twuffer, qui est Twitter Buffer en anglais, donc exactement le même type de plateforme qui permet de programmer des tweets à l'avance parce que finalement, je ne suis quand même pas à l'ordinateur tous les jours. J'ai des vacances, je vais en congrès. Alors, donc, si je voulais que mes tweets sortent toujours juste à temps, c'est-à-dire que l'objectif ambitieux, c'était qu'ils sortent à la fin d'un cours donné, j'avais besoin d'une aide comme celle-là et donc je l'ai utilisée. Les responsables de cours ont été avisés, ils ont été invités à s'abonner eux aussi. Et une professeure de traduction médicale, ma bonne amie Sylvie Vandal, a bien voulu participer un peu à l'expérience également et inviter ses propres étudiants de traduction médicale à s'abonner. Alors, il était question de toutes sortes de sujets. Vous avez une liste ici là, qui n'est pas exhaustive et plutôt que de passer à travers, je vais vous donner quelques exemples. Alors, il y a des termes médicaux pour lesquels on hésite ou on devrait hésiter quant à leur genre. Par exemple, même l'Académie de médecine hésite entre le masculin et le féminin pour alvéole. La plupart des étudiants que je connais, des résidents, pensent que épistaxis est masculin. Et ils ne savent pas trop si hydrocèle est féminin ou masculin. Alors, c'est le genre de mise au point que je fais concernant le genre des termes. Toute terminologie, tout lexique spécialisé est un défi orthographique, mais il y a certains de ces termes-là qui sont plus compliqués que d'autres, parfois de façon assez banale. Je pense décidément, je vais un peu vite. Je pense à hockey, par exemple, qui parfois est écrit avec un C, barium, où on peut hésiter entre le I et le U, et positon ou positron, par exemple. L'étymologie, je vous en ai donné un exemple tout à l'heure. Il y en a beaucoup d'autres. D'où vient le vécu de la scintigraphie, vécu pour ceux qui sont familiers avec ça. D'où vient astérixisme, mais même des termes aussi simples que foie et thyroïde ont parfois une étymologie intéressante. Évidemment, on rencontre dans les documents, et il ne s'agit pas de pointer du doigt personne, mais de les signaler, des anglicismes, mais aussi des emprunts qui sont tout à fait justifiés à l'anglais. Il y a des lacunes dans le lexique médical français, comme il y en a dans la langue générale. Et donc, on peut signaler à l'occasion que certains emprunts sont justifiés. Est-ce qu'on prononce édème ou œdème, moelle ou moelle, ou achalasie ou achalasie? Ça, c'est un autre sujet, parfois, la prononciation. La nouvelle nomenclature anatomique, alors, il faut savoir que ça fait des dizaines d'années que la terminologie anatomique change et que si les anglophones, par exemple, ont longtemps cédé à cette nouvelle terminologie anatomique, elle a mis beaucoup plus de temps à s'implanter dans le domaine médical et je pense que ceux qui enseignent l'anatomie, si Ali était là, il pourrait nous le mentionner, ou ceux qui sont en physiothérapie savent comment il est parfois difficile d'implanter un mot comme ulna plutôt que cubitus, par exemple. Alors, je signale quand je trouve des termes qui sont de l'ancienne nomenclature, je signale aux étudiants les termes nouveaux pour qu'ils soient familiers avec. Les images valent 1000 mots et comme on n'en a que 140 caractères sur Twitter, c'est bon de s'en servir. Vous reconnaissez celle de droite. À gauche, vous avez un exemple d'utilisation d'une plateforme en ligne qui est très, très intéressante pour le sujet qui m'occupe. Ça s'appelle Ngram Viewer. C'est un outil de Google qui permet, puis ça, vous pouvez le faire pour votre propre compte quand vous hésitez entre deux termes, vous pouvez voir à travers tout le corpus de livres que Google a numérisés, et il y en a vraiment beaucoup, y compris en médecine. Vous pouvez mettre deux choix. Ici, la question, c'était est-ce qu'on trouve plus souvent dans les livres tétraplégie ou quadriplégie? Bien, vous avez un graphique qui donne même une idée de l'évolution dans le temps de la tendance en question.
Alors, pour essayer d'avoir un peu de retour sur cette expérience auprès des étudiants de première et de deuxième année, un sondage a été fait au mois de mars dernier, auquel 29 étudiants ont répondu. De ces 29 étudiants, 11 s'étaient abonnés à Terminomed. Et la bonne nouvelle, c'est qu'aucun ne s'était désabonné, ce qui a été assez facile à vérifier avec le petit nombre. Et parmi ces 11, 8 estimaient que cette expérience-là les avait aidés à développer une de leurs compétences CANMED, la compétence d'érudition. Il y avait aussi des non-abonnés parmi les répondants, ce qui était heureux parce qu'on voulait savoir pourquoi ils ne l'étaient pas. Eh bien, pour la plupart, c'était parce qu'ils n'étaient pas au courant de l'existence, malgré plusieurs annonces qui avaient été faites, y compris via la page Facebook du vice-décanat. Alors, peut-être que ça prouve qu'elle n'est pas si consultée que ça, finalement. D'autres qu'ils avaient manqué de temps, qu'ils n'étaient pas intéressés ou qu'ils avaient d'autres raisons. Et il y avait un espace pour commentaires où on a retrouvé plusieurs fois. Vous devriez passer à Facebook. Alors, vous n'êtes pas surpris après avoir entendu ce qu'on a dit de la popularité relative de Twitter et de Facebook parmi nos étudiants. Alors, effectivement, on a essayé de faire ça, de créer une passerelle qui ferait en sorte que chaque message affiché sur Twitter apparaisse sur une page miroir, finalement, sur Facebook. Et on s'est heurté à des problèmes techniques qu'on n'est pas arrivé à surmonter, mais ça nous a permis de découvrir, et là, je remercie Gabriel Dumouchel d'y avoir pensé et de m'avoir aidé à le mettre au point. On a créé une page Storify qui a permis de compiler tous les tweets qui avaient été affichés pendant l'année 2014-2015 à l'intention des étudiants de première et sur une autre page, tous les tweets affichés pour les étudiants de deuxième. Alors, vous avez un petit exemple à droite de ce que ça donne. Et il y a un compteur sur ces pages-là qui nous dit qu'il y a eu 268 visites sur la page de première, 55 sur celle de deuxième. Évidemment, je suis incapable de vous dire quelle proportion de ces visiteurs-là étaient des étudiants en médecine. Alors, on a entrepris une phase 2 qui concerne encore un peu les étudiants de première et de deuxième. En fait, les pages Storify que je viens de vous montrer font partie de cette phase 2-là et elles sont donc destinées aux étudiants de première et de deuxième de l'an dernier, au cas où ils voudraient reconsulter, ou également aux étudiants de première et de deuxième actuels pour qu'ils puissent y aller plutôt que de s'abonner à Twitter. Et puis, éventuellement, il y aura tout de même des nouveautés qui seront commentées. Je pense, par exemple, au DSM-5, la version française qui vient de paraître, qui méritera sans doute quelques commentaires quand les étudiants de première de cette année vont faire le cours de sciences psychiques. Mais cette phase 2-là est surtout destinée aux externes de troisième et de quatrième année, qui eux aussi ont été invités à s'abonner. Alors, de la même façon, les contenus destinés aux externes dans l'environnement numérique d'apprentissage ont été passés en revue, les objectifs dans un premier temps, les documents PowerPoint et autres dans un second temps. Il n'a pas été possible de faire du juste à temps comme en première et en deuxième année, puisque les stages ne se passent pas au même moment pour tous les étudiants, mais en donnant priorité aux stages de troisième année et aux cours qui sont donnés durant ce que l'on appelle les semaines campus, qui ont lieu périodiquement durant l'année universitaire pour les externes, un moment où on les ramène tous à l'université, où on concentre des cours magistraux, des séances de simulation. Il est quand même possible d'être quand même relativement collé à leur expérience clinique et à leur lecture en fonction des stages. Et encore une fois, Twoffer a été utilisé au besoin. Alors, en termes de statistiques, qu'est-ce que ça donne? Ça donne 574 tweets récemment, dont environ un tiers étaient destinés et marqués pour les étudiants en médecine. Alors donc, ça veut dire que les 2 tiers ne leur étaient pas spécifiquement destinés et ça tient compte du fait que finalement, de 300 abonnés environ, il n'y a qu'un petit nombre d'étudiants qui se sont abonnés, comme vous voyez ici. Et donc, la plupart des abonnés sont soit des traducteurs, soit des terminologues ou des médecins ou des infirmières, des gens qui s'intéressent à la terminologie. Et donc,
parmi eux, les 2 tiers viennent du Canada. 11% viennent d'Espagne, où il y a une activité très intense en terminologie et en traduction médicale. Un certain nombre de France, et vous voyez un petit peu la distribution. Alors, j'ai envie, comme bilan, de revenir au thème général du colloque, avantages et enjeux. Dans ce cas-ci, avantages et enjeux d'un média social en particulier qui est Twitter et dans un but particulier qui est la formation médicale initiale. On entendra parler tantôt de formation médicale continue. Je vous ai mentionné que je voyais un grand avantage au départ de ce projet-là à la formule capsule limitée à 140 caractères qui me convenait très bien, me convient toujours très bien. Je pense qu'on peut livrer l'essentiel des messages dans ce format-là qui est facile à lire et rapide à lire. Évidemment, on ne peut pas faire de nuances là-dedans. Pour faire des nuances, il faudrait avoir un vrai blog, ce que je n'ai pas le temps de faire. Par contre, on peut mettre, et on met régulièrement des hyperliens vers des documents qui sont plus détaillés ou qui font autorité dans le cas d'une controverse. Mais évidemment, il ne faut pas s'illusionner pour ce qui est de nos étudiants. Ils ont peu de temps pour lire des documents plus complets comme ceux-là. J'espère que ceux qui s'abonnent ou qui viennent au moins jeter un coup d'œil peuvent découvrir une autre fonction, je pense, importante de Twitter, mais qui ne l'est pas encore au stade où ils sont, qui est la fonction d'aide à la veille documentaire et à la formation continue. Je pense que les résidents sont plus susceptibles d'être sensibles à cette dimension-là et certainement les praticiens. Et donc, ça explique peut-être la courbe d'âge des adhérents à Twitter. Mais en tout cas, c'est une occasion pour eux, en s'abonnant, de voir, en s'abonnant à quelques autres, évidemment, sites plus en lien avec la médecine proprement dite. Mais il y a encore du travail à faire de ce côté-là. Pour le moment, c'est encore peu populaire auprès de nos étudiants. La passerelle automatique vers Facebook n'a pas fonctionné, mais c'est pour des problèmes techniques, mais c'est peut-être un mal pour un bien parce que ça nous a permis d'aller explorer un autre média social qui a permis cette compilation qui a des avantages, malgré qu'elle crée une duplication de messages et qu'elle requiert du temps. J'aurais aimé qu'il y ait plus d'interaction avec les étudiants et c'est assez typique de Twitter que d'être, je pense, en tout cas dans les abonnements que je connais, assez peu interactif. Ce l'est certainement très peu avec les étudiants qui sont très discrets. Et puis, il faut tenir compte du fait, au bout du compte, que quand on ouvre un compte Twitter, on est ouvert sur tous les gens, toutes les personnes qui peuvent être intéressées par votre sujet. Et donc, c'est ce qui a fait que j'ai une majorité d'abonnés qui sont non étudiants, qui sont des experts de ce créneau très précis que j'explore. Et donc, les messages qui sont affichés doivent être d'intérêt général pour l'ensemble de ces abonnés-là. Donc, en conclusion, Twitter permet de livrer brièvement et au moins en première, deuxième année, juste à temps, une information complémentaire sur des termes nouveaux, au-delà de leur définition. Le fil Twitter en question est suivi par un très petit noyau, mais fidèle, d'étudiants en médecine, la majorité des abonnés étant des professionnels de la langue. Il permet aux étudiants de développer leurs compétences qu'admettent d'érudits, c'est eux-mêmes qui le constatent dans le sondage que l'on a fait, et de découvrir d'autres usages professionnels de Twitter, comme je le mentionnais tout à l'heure, et d'autres médias sociaux peuvent avoir un rôle complémentaire. Merci de votre attention.